Léonard de Vinci fut un des plus grands esprits de la Renaissance. Magnifique et intemporel, ses peintures comptent parmi les chefs-d'œuvre de l'art. Citons entre autres la Joconde et la Seine. Mais seuls 15 de ces tableaux sont parvenus jusqu'à nous. Un scientifique a décidé d'utiliser des technologies de pointe pour tenter de percer le mystère de deux œuvres du maître italien. La légendaire bataille d'Anghiari, qui fit l'admiration de toute l'Europe, avant de disparaître il y a 500 ans. Et l'une de ses peintures les plus renommées, l'énigmatique Adoration des mages. Maurizio Serracini perfectionne depuis 30 ans les techniques utilisées par la police scientifique pour fouiller sous la peinture, le vernis et même derrière les murs. Il espère ainsi percer les secrets du grand maître. Mais ces découvertes ont parfois prêté à controverse. Ça a été un choc de constater que les couleurs n'étaient pas de Léonard de Vinci. Je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur. Maurizio Serracini est le seul personnage réel qui figure dans Da Vinci Code, le roman de Dan Brown. Son travail repose sur des faits scientifiques et il s'apprête à faire des révélations extraordinaires sur le grand peintre. Accepter ces théories voudrait dire resituer les débuts de la carrière du peintre. C'est une bombe dans le monde de l'art. C'est incroyable. Jeune étudiant, Maurizio est parti en Californie pour suivre des études en ingénierie. Parallèlement, il s'est initié à l'histoire de l'art auprès d'un spécialiste de Vinci, Carlo Pedretti. De retour à Florence, le jeune homme n'a qu'une idée, mettre son savoir-faire scientifique au service de l'art. Mais lorsqu'il cherche à imposer ses idées à la communauté artistique, il se heurte à un mur. Depuis des siècles, les historiens de l'art détiennent le monopole de l'étude des grandes œuvres, et nombre d'entre eux estiment que la science ne peut rien apporter à leur jugement d'érudits. Dans leur esprit, ils avaient le dernier mot en matière d'art, et il était inutile de faire d'autres recherches ou de se montrer curieux. Je pouvais leur apporter des faits nouveaux, leur montrer des choses invisibles à l'œil nu. Mais comme ils pensaient déjà tout savoir, ils ne voulaient pas remettre en cause la vérité officielle. De passage à Florence pour des recherches, Carlo Pedretti, considéré comme l'un des plus grands historiens de l'art, apprend les déboires de son élève. Il se jette dans la mêlée. Quand j'ai su que ce jeune homme s'était lancé dans un nouveau domaine de la recherche avec des méthodes révolutionnaires, je lui ai dit « Que dirais-tu de te joindre à nous ?» Il était très précis déjà à l'époque, et j'étais certain qu'il serait parfait pour ce travail. Il a le côté carré du scientifique et je savais déjà qu'il deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. C'est lui qui a mis toute cette technologie au point. Conscient du potentiel que recèlent les idées du jeune scientifique, Carlo Pedretti décide de lui donner une chance, en le recrutant sur un projet de grande envergure. Retrouver une œuvre de légende de Léonard de Vinci, disparue au XVIe siècle. Pour Serracini, c'est l'opportunité dont il rêvait. L'occasion de résoudre scientifiquement une énigme sur laquelle le monde de l'art bute depuis 500 ans. Personne n'a encore pu expliquer ce mystère. Mais avec Maurizio Serracini, Carlo Pedretti semble avoir trouvé celui qui pourra apporter une réponse à cette question lancinante.
qu'est devenue la fresque monumentale de Léonard de Vinci intitulée La bataille d'Anghiari. Quand on étudie Vinci, tôt ou tard on arrive à ce tableau. Et fatalement on se demande où il a bien pu passer. Comme il est introuvable, on se pose des questions. Au XVe et XVIe siècle, la Florence de la Renaissance est une des cités-États les plus riches et les plus puissantes du monde. Son centre névralgique est le Palazzo Vecchio. Siégeant dans la salle du Conseil, baptisée la salle des 500, les dirigeants cimentent leur pouvoir par des campagnes militaires et commémorent leur victoire par des œuvres d'artistes renommés. Les fresques qu'on voit ici sont impressionnantes. Mais si l'on en croit les témoignages de l'époque, elles feraient pâle figure comparées à l'œuvre magnifique qui ornait autrefois ces murs. En 1504, la Nouvelle République de Florence demande aux deux plus grands artistes d'alors d'immortaliser deux grandes victoires militaires. L'un des murs est confié au jeune Michel-Ange et l'autre à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci était alors considéré comme l'artiste florentin le plus célèbre. Mais il était talonné par la jeune garde, le sang neuf qu'apportait Michel-Ange. L'œuvre commandée à Michel-Ange resta au stade de l'étude préparatoire. Mais selon plusieurs sources, Vinci termina un des 3 panneaux qui lui étaient réservés. Mesurant 3 mètres sur 5, il illustrait la bataille d'Anghiari. Aujourd'hui, la Joconde est 100 fois plus célèbre que la bataille d'Anghiari, entre autres parce qu'on peut encore la voir. Mais à l'époque, des deux œuvres, la bataille d'Anghiari a été bien plus importante dans la carrière de Léonard de Vinci que la Joconde, qui n'était jamais qu'une commande alimentaire, le genre de portrait que le maître, ses apprentis et ses assistants produisaient en grand nombre. Les copies de la fresque disparue nous donnent un aperçu de sa puissance et de sa violence. Des gens venus de toutes les cours européennes se pressent dans la salle des 500 pour l'admirer. Et des peintres parlent de la fresque comme de la plus belle œuvre de la Renaissance. L'un d'eux écrit « Fureur, haine, colère, toutes ces émotions transparaissent chez les hommes mais aussi chez les chevaux, dont Léonard a su peindre l'audace, la musculature et la beauté mieux que quiconque. » Le génie de la bataille d'Anghiari, c'est la signification du combat. L'exercice de deux forces qui s'affrontent dans une mêlée de plusieurs cavaliers. L'intensité non seulement des hommes, mais aussi des animaux, traduit la tension extrême de cette scène. Les scènes de bataille étaient traditionnellement dépeintes sous un jour romantique. Mais en sa qualité d'ingénieur en machine militaire, à 52 ans, Vinci avait une expérience directe de la violence des combats. De fait, la bataille d'Anghiari est une fresque d'un réalisme absolu, révolutionnaire pour l'époque. On sent chez lui une grande compassion pour les chevaux pris dans la guerre. À cette époque, c'était un homme qui avait vu la guerre de près. Et parmi les émotions suscitées par la bataille d'Anghiari, il y a la terreur des chevaux, cabrés au cœur du combat. Le peintre a mis en pratique dans cette fresque toute une vie d'observation, produisant une œuvre considérée comme l'une des plus extraordinaires de la Renaissance. Pourtant, en 1563, 60 ans plus tard, la bataille d'Anghiari disparaît. Entre-temps, Florence est passée aux mains des Médicis, une famille qui n'hésite pas à faire assassiner ses adversaires pour assouvir sa soif de pouvoir. Or, les Médicis veulent que l'on célèbre leurs propres exploits militaires dans la salle des 500. Ils chargent le peintre et architecte Giorgio Vasari de remanier celle-ci. Vasari rehausse le plafond, fait des murs plus épais,
ouvre de nouvelles fenêtres et de nouvelles portes. Et enfin, peint 6 scènes de bataille sur les murs est et ouest. En l'absence de traces écrites sur le sort réservé à la fresque de Vinci ou sur son emplacement original, pendant des siècles, la plupart des historiens de l'art ont supposé qu'elle avait été détruite au cours de cette rénovation. Carlo Pedretti, lui, n'en est pas si sûr. Après tout, Vasari ne cachait pas son admiration pour ce chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, ces fresques comportent des scènes qui rendent clairement hommage à la bataille d'Anghiari. Carlo Pedretti se demande donc si, au lieu de détruire l'œuvre du maître, Vasari n'a pas fait en sorte de la préserver. Je pense qu'il en reste quelque chose. Maintenant, est-ce qu'elle se trouve sur le mur est ou ouest? Je dirais qu'à ce stade, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est de commencer à chercher. Aucun spécialiste n'a réussi à percer ce mystère. Mais dans les années 70, Pedretti offre à Maurizio Serracini une fantastique opportunité. Utiliser ses instruments scientifiques pour retrouver l'emplacement de la fresque perdue. Pour Serracini, c'est l'occasion de faire admettre ses idées. Mais il sait aussi que le monde de l'art l'attend au tournant. Un historien de l'art peut se tromper puisqu'il émet une opinion. Mais si moi je me trompe, je discrédite à la fois mes idées et la science. Et après, les spécialistes auront beau jeu de dire « on n'a pas besoin de la science pour être bon ». Par où commencer? Personne ne sait dans quelle partie du Palazzo Vecchio la bataille d'Anghiari a été peinte. Et les importants travaux entrepris par Vasari compliquent encore la tâche. Regardez la salle des 500. Elle est immense. Par où fallait-il que je commence? Avec quoi? En m'appuyant sur quelles données? Pour délimiter une zone, je devais d'abord me faire une idée de la structure de la salle avant la rénovation de Vasari, qui a eu lieu entre 1563 et 1570. Serracini sait que l'architecte a conservé la structure de base, 2 murs longs et 2 plus courts. Il élimine d'office les murs les plus courts, car il n'aurait tout simplement pas pu accueillir les 3 panneaux prévus par Vinci. Ne restent que les murs est et ouest, où se trouvent aujourd'hui les fresques de Vasari. Chacun de ces murs mesure 60 mètres de long sur 17 de haut. Or, Vinci n'ayant achevé qu'un seul panneau, la fresque perdue n'occuperait qu'une petite partie de cette immense surface. L'ingénieur doit recueillir davantage d'informations pour réduire son champ d'investigation. Il suppose qu'avant les travaux de rénovation, les murs est et ouest étaient également percés de portes et de fenêtres. Découvrir leur emplacement lui permettrait d'éliminer d'emblée les surfaces correspondantes. Sa quête le mène à une véritable mine de renseignements sur l'histoire de Florence. Pendant des siècles, les notaires florentins ont consigné les moindres détails de la vie quotidienne, du prix d'un cuir chez un tanneur au nombre et à l'adresse de toutes les maisons closes. Les archives ont conservé l'équivalent de 80 km de documents remontant jusqu'au VIe siècle. La technologie ne remplace pas l'étude des documents anciens qui recensent tous les détails et tous les faits susceptibles d'expliquer l'architecture actuelle du bâtiment. Dans les documents fragiles et poussiéreux du XVIe siècle, il tombe sur de nouveaux témoignages de la beauté de la fresque perdue. Un ouvrage d'histoire de l'art ne rend pas une impression aussi forte que des documents d'époque qui parlent de la bataille d'Anghiari, des journaux intimes ou des lettres de gens qui l'ont vu et qui ont été subjugués par cette révolution dans les formes, les couleurs et les mouvements. Maurizio Serracini tente de glaner des indices concernant la structure du bâtiment. Mais comme beaucoup avant lui,
il s'aperçoit qu'on ne sait finalement pas grand-chose sur la fresque de Léonard de Vinci. Il ne découvre que de simples plans de niveau où ne figurent ni les fenêtres ni les portes. L'ingénieur comprend alors qu'il va devoir se fier uniquement à la technologie pour restreindre le champ de ses recherches. Au mieux, je pouvais tenter d'imaginer comment modifier, améliorer ou recycler les techniques d'imagerie que j'avais déjà mises au point. Dans les années 80, Serracini a aidé la police à localiser des caches d'armes grâce à la thermographie, une technologie qui permet de mettre en évidence d'infimes changements de température. Mais en 1977, il ne dispose encore que d'une version relativement primitive de cette nouvelle méthode d'investigation. Serracini part du principe que Vasari a recouvert les murs existants, en supprimant éventuellement certaines portes et fenêtres. Dans ce cas, la thermographie pourrait révéler l'emplacement des ouvertures murées. Mais fin 70, la technique n'est pas à la hauteur de la tâche. Les premières images sont peu distinctes et ne donnent qu'une vague idée de l'emplacement des anciennes ouvertures. Découragé, Serracini opte alors pour une autre approche. Il décide d'examiner les 6 fresques de Vasari, centimètre par centimètre, pour voir si la surface lui livre un indice. L'ingénieur n'est pas au bout de ses peines. Son équipe dresse un échafaudage impressionnant pour atteindre le haut des fresques. Quand l'échafaudage a été en place, je suis monté et j'ai commencé à examiner de près les fresques de Vasari. Il ne trouve rien de suspect, jusqu'au moment où l'échafaudage est déplacé devant la peinture du mur est. Une fois là-haut, j'ai regardé à droite et à gauche, en haut et en bas. À environ 15 mètres du sol, il repère quelque chose d'étrange. Une inscription sur un étendard. Tenu par un soldat, l'étendard porte en lettres de 2 cm de haut les mots « Cerca trova ». Cherche et tu trouveras. Cerca trova pouvait mener dans de nombreuses directions, mais pouvait aussi signifier « si tu es assez têtu pour chercher, tu trouveras peut-être quelque chose ». Mais quoi? Alors qu'il dispose d'instruments de pointe, c'est finalement à l'œil nu que Serracini repère la mystérieuse inscription qui avait échappé aux spécialistes pendant des siècles. Que voulait-elle dire et qui l'avait écrite? Léonard de Vinci était célèbre pour son amour des devinettes et des jeux de mots. Il avait également adopté l'écriture en miroir pour éviter que son journal ne soit lu par des indésirables. Au fil des siècles, ce goût du secret et le mystère dégagé par ses œuvres ont donné naissance à un mythe tenace. Léonard de Vinci aurait laissé des messages cachés dans ses peintures. Cette idée, qui sous-tend le roman de Dan Brown, n'impressionne guère ceux qui ont étudié le peintre. Pourtant, la trouvaille de Serracini montre que Vasari, grand admirateur de Vinci, a peut-être laissé une indication en rapport avec la célèbre fresque de son prédécesseur. Le scientifique doit d'abord avoir la preuve que ces mots sont bien de la main de Vasari. Il obtient la permission de prélever un minuscule échantillon de la peinture des lettres pour l'analyser. Sur l'échantillon, j'ai fait une coupe transversale pour déterminer si la peinture blanche des mots avait été posée directement sur le verre de l'étendard. Si les mots ont été peints après que Vasari a terminé sa fresque, Serracini devrait voir une couche microscopique de poussière entre la peinture verte et la blanche. Or, il ne trouve aucune trace de poussière. Le blanc des mots Cerca trova a été appliqué directement sur le verre de l'étendard, ce qui prouve que l'inscription a été faite au moment où Vasari peignait cette scène de bataille. C'est une piste fascinante. Il ne fait apparemment aucun doute que l'auteur de ces mots, inscrits il y a 450 ans, est bien Giorgio Vasari en personne.
Mais protéger une fresque comme la bataille d'Anghiari pendant des travaux de rénovation aussi importants n'a pas dû être facile. Vasari s'est-il réellement lancé dans une telle entreprise? En quête d'indices, Maurizio Serracini décide de se pencher sur cet artiste et architecte de la Renaissance. Sa persévérance est récompensée. En 1857, des ouvriers qui rénovent l'intérieur de l'église Santa Maria Novella, l'une des plus célèbres de Florence, font une incroyable découverte. Derrière le nouvel autel, ils tombent sur une fresque magnifique de Masaccio, la Trinité. Lorsque l'église avait été transformée au XVIe siècle, de toute évidence, l'architecte avait tout fait pour protéger cette œuvre. Or, cet architecte était Giorgio Vasari. Serracini se dit que si Vasari a protégé la fresque de Masaccio, il a sûrement tenté de faire de même pour une œuvre de Léonard de Vinci. Dans ce cas, Cerca Trova est peut-être un indice. Ça pourrait, dans le meilleur des cas, signifier qu'il y a par là quelque chose à trouver. Ce pourrait être un message qui dit « J'ai déjà fait la même chose ailleurs. Je te laisse un indice, mais je ne peux pas faire plus. » L'inscription signifie-t-elle que la bataille d'Anghiari est dissimulée sous la fresque de Vasari? On a toujours pensé qu'au moment de la rénovation, Vasari avait fait tomber le plâtre et la fresque de Vinci, avant d'appliquer un nouvel enduit. Mais Serracini se demande à présent si Vasari n'a pas tout simplement recouvert la fresque. Ceci aurait été la façon la plus simple de protéger cette œuvre célèbre et aurait permis qu'elle puisse un jour être redécouverte à la faveur de nouveaux travaux de transformation. Serracini a besoin d'instruments technologiques plus pointus pour vérifier son hypothèse. Il va les trouver dans un secteur plutôt inattendu. J'ai pensé aux ultrasons parce que j'avais déjà utilisé cette technique au Veteran Hospital de San Diego. Je ne voyais pas pourquoi je n'obtiendrais pas une bonne lecture des couches de plâtre pour vérifier si Vasari avait recouvert la fresque de Vinci avant de peindre la sienne par-dessus. Il se procure un échographe, un appareil couramment utilisé en obstétrique, et l'adapte pour un usage très différent. Voir s'il existe une couche de plâtre en trop sous la fresque de Vasari. Si elle existe, elle pourrait indiquer l'emplacement de la bataille d'Anghiari. Serracini balaie donc la fresque du mur est, là où il a trouvé l'inscription. Ses espoirs sont déçus. Nulle part il ne décèle plus d'une couche de plâtre. Sans se laisser décourager, il décide d'examiner les 5 autres fresques. Quand il arrive à celle du mur ouest, à l'opposé de l'inscription Cerca Trova, nouvelle surprise. L'échographe révèle non pas une, mais 2 couches de plâtre. Serracini jubile, mais il reste prudent. Il tient à faire d'autres recherches avant d'affirmer que la fresque perdue se trouve bien là. Malheureusement, les fonds accordés à l'équipe par une association philanthropique sont épuisés. Le jeune scientifique remet aux autorités municipales un compte-rendu en 3 volumes de ses recherches. Il est inquiet du sort qu'on réservera à son travail. J'avais peur de la réaction de ma ville. Je présentais un projet devant les gens qui comptaient à Florence. Et de toute l'équipe, j'étais le seul Florentin. C'était une nouvelle méthodologie, une nouvelle façon d'étudier et de comprendre l'art. C'était complètement différent de tout ce dont ils avaient l'habitude. Une seule erreur et tout était fichu. Serracini espère malgré tout qu'il pourra reprendre ses recherches. En attendant, il va devoir se montrer patient. En 1978, il se rend à Milan pour examiner les derniers travaux de restauration de la Seine. À son retour à Florence, il est atterré par ce qu'il voit au Palazzo Vecchio. Quand je suis entré dans la salle, il y avait un échafaudage.
et une partie de la fresque de Vasari avait été déposée. Pendant son absence, les autorités ont pris les choses en main. Les restaurateurs des laboratoires d'État ont retiré 4 mètres carrés de la fresque du mur ouest à l'endroit où Serracini avait trouvé une couche anormale de plâtre. Mais aucune trace de l'œuvre de Léonard de Vinci. Il n'y a là qu'un enduit nu. Vasari a apparemment fait appliquer cette couche simplement pour niveler le mur. J'ai eu l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Si les choses étaient aussi simples et qu'il suffisait de retirer quelques mètres carrés de plâtre, à quoi bon faire des recherches? Serracini reste convaincu que la bataille d'Anghiari est toujours quelque part dans la salle des 500. Mais après ce qui s'est passé, il craint d'avoir du mal à trouver des fonds pour continuer ses recherches. Pire encore, il pense avoir perdu le respect du monde de l'art. Pendant des années, j'ai entendu « C'est quoi cette science ?» Il n'a rien trouvé du tout. Toute sa technologie n'a servi à rien. L'incident renforce également une théorie largement répandue sur le sort de la bataille d'Anghiari. Certains historiens de l'art laissent entendre que Vinci aurait essayé une technique nouvelle et que la fresque se serait détériorée rapidement. C'était une technique expérimentale, un mélange d'huile et de couleurs à tempéra, ou peut-être d'encaustique, et l'expérience aurait raté. Si cette théorie est exacte, au moment où Vasari a entrepris les travaux dans la salle des 500, 60 ans plus tard, la bataille d'Anghiari devait être dans un état tel qu'on ne pouvait plus espérer la sauver. Dans le monde de l'art, les sceptiques affirment que la quête de la fresque disparue ne mène nulle part. Serracini sait qu'il n'aura peut-être plus jamais l'occasion de découvrir la vérité. Considéré comme un franc-tireur par les spécialistes de l'art, l'ingénieur refuse pourtant de baisser les bras. Sa détermination et son talent pour détourner de leur usage premier de nouvelles techniques scientifiques vont finir par payer. Il convainc les musées et les galeries de lui donner accès aux œuvres de grands artistes comme Raphaël, Michel-Ange, Botticelli. Et enfin celui qu'il admire par-dessus tout, Léonard de Vinci. En 20 ans, il met petit à petit au point ses propres outils diagnostiques et commence à former la nouvelle génération de scientifiques de l'art. Grâce aux rayons X, on distingue là aussi 2 couches, 2 moments différents. Et seuls les rayons X permettent de les voir. Plus il dissèque l'œuvre de Vinci, plus il approfondit ses connaissances de l'approche du peintre, tant sur le plan artistique que scientifique. Il découvre un homme qui a constamment cherché à comprendre les sciences naturelles et à mettre en application ce savoir dans sa peinture. La beauté n'était pas forcément son objectif premier. Il essayait plutôt de trouver la meilleure façon de représenter le corps humain, la lumière, la nature, sous une forme fidèle à la réalité qui l'entourait. Il n'était pas en quête de la beauté absolue, mais de la réalité absolue. En soi, le fait de comprendre les choses représentait une sorte de beauté pour son esprit. Et je ne vois là rien de contradictoire. Maurizio Serracini mettra 25 ans à regagner la confiance de la communauté artistique. En 2000, on lui offre enfin l'occasion dont il rêve depuis si longtemps. Les autorités florentines lui permettent de reprendre ses recherches dans le Palazzo Vecchio. Cette fois, les travaux sont financés par Loel Guinness, un riche philanthrope. Serracini dispose désormais d'une batterie d'instruments plus précis et plus sophistiqués. Radar, sonar, caméra infrarouge et laser, une technologie issue de la médecine et du domaine militaire. Grâce à cet équipement, il espère reconstituer la structure originale de la salle des 500 avant la rénovation de Vasari et limiter les emplacements possibles de la bataille d'Anghiari.
Il y a quelques années encore, c'était une technologie militaire. Heureusement pour nous, elle permet de mesurer des bâtiments comme celui-ci, tellement massif qu'il est presque impossible de le métrer manuellement. Cela prendrait des mois, voire des années. Et de toute façon, pas avec la précision qu'offre le laser. En balayant la façade extérieure du Palazzo Vecchio, le laser permet d'établir ses dimensions à quelques millimètres près. Une fois en possession d'un schéma précis, Serracini dresse le plan de l'intérieur de la salle des 500 du temps de Léonard de Vinci. Derrière les murs de pierre apparaissent les formes de fenêtres et d'arches datant de 5 siècles, ainsi que de portes murées il y a bien longtemps. Pour la première fois, la salle lui apparaît telle qu'elle était avant les remaniements de Vasari. Serracini se rend également compte que le plafond était plus bas de 7 mètres. Il y avait 4 fenêtres et une porte cintrée sur le mur ouest. 2 fenêtres et une autre porte sur le mur est. Malgré cette avancée, l'ingénieur est un peu déçu. Certes, ces résultats réduisent le champ des possibilités quant à l'emplacement de la fresque disparue, mais ils laissent encore une bonne partie de la surface des murs est et ouest. Serracini est à court d'idées. En quête d'inspiration, il demande et obtient l'accès aux archives de la Galerie des Offices. Il est particulièrement intéressé par un dessin du XVIe siècle, une copie de la bataille d'Anghiari. Il espère pouvoir y découvrir des indices concernant l'emplacement de l'original. Une simple analyse optique de la copie au crayon et à l'encre ne révèle rien. Mais le musée autorise Serracini à utiliser un de ses nouveaux instruments pour approfondir ses recherches. Cette caméra, qu'il a lui-même modifiée, perçoit les infrarouges du spectre lumineux que l'œil humain ne discerne pas. La lumière visible, réfléchie par la couche supérieure du lavis à l'encre, produit l'image que nous voyons habituellement. Mais la lumière infrarouge, elle, passe au travers des diverses couches. Ainsi, une caméra sensible aux infrarouges peut révéler ce qui se trouve sous ces couches. En scannant le dessin, Serracini découvre quelque chose de totalement inattendu. Qu'est-ce que tu vois ici? Dis-moi ce que tu vois. 1553. Ça devrait se trouver par ici, mais on ne peut pas le voir. Pour ta première fois, tu découvres une date. C'est ce que j'appelle une bonne contribution. Toi et moi sommes les premiers à la voir. Regarde, elle est là. Juste là. 1553. C'est l'année à laquelle le dessin a été fait. Cette découverte est un véritable pied de nez à ceux qui affirment que Serracini perd son temps. Ce dessin, réalisé 50 ans après que Léonard de Vinci a peint la bataille d'Anghiari, prouve que l'œuvre du maître était toujours en bon état. Si elle avait dû se détériorer, elle l'aurait été depuis longtemps. Or, c'est juste 10 ans plus tard, en 1563, que Vasari a entrepris la rénovation du Palazzo Vecchio. De toute évidence, il a dû trouver la fresque intacte. Plus que jamais, Maurizio Serracini est convaincu que l'architecte a tout fait pour la protéger. Mais il doit absolument localiser l'endroit où elle se trouvait avant de poursuivre ses recherches. C'est alors qu'il apprend qu'à l'autre bout de la ville, un homme partage sa passion pour la bataille d'Anghiari et est tout aussi acharné à la retrouver. Ce serait l'apogée de ma vie professionnelle.
Il n'y a rien eu qui soutienne la comparaison dans toute l'histoire de la peinture. Rab Hadfield est un historien de l'art réputé, qui s'est spécialisé dans la recherche d'informations à partir des sources les plus obscures. Serracini et lui décident d'unir leurs efforts. Quand Rab Hadfield est entré dans mon bureau, j'ai été ravi de voir que mes travaux intéressaient quelqu'un et que ce quelqu'un tenait autant que moi à découvrir l'histoire de ce chef-d'œuvre. J'ai eu l'impression de ne pas faire complètement fausse route. Mes recherches n'étaient pas vaines. À force de fouiller dans les archives, Rab Hadfield finit par trouver des indices sur l'endroit de la salle où Vinci a peint sa fresque. Il tombe d'abord sur des témoignages jusque-là inexploités datant du XVIe siècle. On a le récit d'un témoin oculaire de l'époque de Vinci, disant que ce dernier a commencé à peindre au-dessus des 12 buonuomini. C'est une piste importante. Hadfield sait que du temps de Léonard de Vinci, 2 collèges constitués l'un de 12 sages, les buonuomini, l'autre de 16 gonfaloniers, des magistrats, siégeaient de part et d'autre de la tribune. Leurs stalles étaient alignés le long d'un des murs, mais lequel? On l'ignore. Serracini sait en revanche que le mur ouest comportait 4 fenêtres, trop basses pour que les stalles aient pu être placées dessous. Seul le mur est, percé uniquement de 2 fenêtres, pouvait donc les accueillir. Mais de quel côté de la tribune siégeaient les 12 buonuomini? Rab Hadfield écume les archives du Palazzo à partir du début du XVIe siècle. Il y apprend que pour aller vers la tribune, un homme entrant dans la salle par la porte nord-ouest passait devant les 16 gonfaloniers. Par conséquent, les 12 buonuomini siégeaient à gauche de la tribune. Et puisqu'ils étaient juste en dessous de la bataille d'Anghiari, cela signifie que la fresque de Vinci devait se trouver dans le coin sud-est du mur est, c'est-à-dire à quelques mètres sous l'inscription Cerca Trova que Serracini a découverte 25 ans plus tôt. Serracini ne cache pas sa joie. À présent, il sait exactement où concentrer ses recherches. C'est le couronnement de 30 ans d'efforts et de revers. Mais peut-être aussi la dernière chance de mettre au jour une preuve concrète de l'existence du chef-d'œuvre perdu de Léonard de Vinci. En cas de réussite, il serait peut-être même possible de le sauver. Mais comment l'a-t-on caché? Les ultrasons n'ayant pas indiqué la présence d'une seconde couche de plâtre sur le mur est, il n'y a plus qu'une seule possibilité. Pour protéger l'œuvre de Vinci, Vasari a forcément fait construire un second mur devant elle. Serracini a de nouveau recours à un instrument qu'il a déjà utilisé lorsqu'il collaborait avec la police. Un radar capable de détecter les zones où la Terre a été retournée. Lorsque les ondes radar rencontrent un objet solide comme un mur, elles produisent une image bleutée. Lorsqu'elles traversent une zone de vide, l'image devient rouge. Elle devrait donc signaler la moindre anomalie derrière la maçonnerie de Vasari. Avec le radar, Serracini balaie la zone où Vinci a vraisemblablement peint sa fresque. Le faisceau indique le mur plein de Vasari en bleu. Puis soudain, une ligne rouge. Il y a bien un espace vide. Enfin, Serracini a trouvé ce qu'il cherchait depuis tant d'années. La preuve irréfutable d'un vide de 2 à 3 cm derrière la fresque de Vasari. Exactement où on peut supposer que Vinci a peint la sienne. Vasari a fait construire un mur de briques le long du mur est, en laissant un espace vide. Serracini est convaincu que cette bizarrerie architecturale ne peut avoir qu'une explication. Vasari voulait préserver la fresque de Vinci pour la postérité. Mais encore doit-il le prouver. Pour cela, il lui faut obtenir l'autorisation de percer un trou minuscule à travers la fresque de Vasari, de façon à insérer une caméra endoscopique pour explorer l'espace vide.
Il s'agit d'un chef-d'œuvre absolu. Il serait temps d'essayer de le retrouver. L'étape suivante est extrêmement délicate. Elle pourrait aboutir à la déposition de la fresque de Vasari et mettre en jeu bien des réputations. Le temps accordé à Serracini est écoulé. Il aurait voulu pouvoir approfondir ses recherches avant de livrer le compte-rendu de son travail, mais on ne lui en laisse pas le loisir. Du coup, les autorités jugent son rapport insuffisant. Cette impasse engendre une rupture complète des relations entre les deux parties. On lui refuse désormais l'accès à la salle des 500. Il ne pourra pas utiliser une caméra pour voir ce qui se trouve derrière l'œuvre de Vasari. Pour l'homme qui a consacré la moitié de sa vie à la recherche de la bataille d'Anghiari, c'est un coup dur. Alors qu'il est quasiment certain de l'avoir retrouvé, il semble qu'il ne pourra plus jamais s'en approcher. Son rêve de mettre au jour le Vinci perdu s'évanouit. Une fois de plus, il se heurte à un mur d'incompréhension. Juste après cette brutale déconvenue, Serracini est sollicité pour une mission tout aussi passionnante. Dans un autre lieu célèbre de Florence, il va bientôt se trouver au cœur d'une nouvelle énigme concernant Léonard de Vinci. Sa vie entière en sera changée. À la Galerie des Offices, une tempête fait rage autour d'un des tableaux les plus emblématiques et les plus célèbres du maître florentin. L'Adoration des mages, qu'on s'accorde à considérer comme la première grande commande de Vinci, est l'une des 15 œuvres parvenues jusqu'à nous. Sa valeur est estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. La Galerie des Offices a décidé de restaurer le tableau inachevé, dont la surface s'est assombrie au fil des siècles. Cette restauration avait uniquement pour but de retirer les couches de vernis qui avaient beaucoup jauni et d'enlever toute la saleté, la crasse, je dirais même, qui s'était accumulée sur le tableau. L'idée était qu'on puisse voir plus nettement, sans toucher à la peinture elle-même, le dessin ou les endroits où une deuxième couche avait été ajoutée. Une restauration est une entreprise controversée, car elle peut donner l'impression qu'une œuvre vieille de 500 ans a été peinte la veille. On comprend donc aisément que le projet ait provoqué une telle agitation dans le monde de l'art. J'ai été horrifié d'apprendre qu'on projetait de restaurer l'Adoration des mages. Sur un plan pratique, dans la technique ici, les couches de peinture sont tellement fines que très souvent, on ne peut pas les mesurer. Vous imaginez, l'œuvre est tellement fragile qu'il est même dangereux de respirer juste à côté. James Beck et son organisation Artwatch, basée à New York, font tout leur possible pour empêcher la restauration. Le journal de Florence, La Nazione, a publié sur une pleine page une pétition signée par 40 historiens de l'art de plusieurs pays contre ce projet. C'est comme ça qu'a commencé la bataille autour de l'adoration. Les offices répondent à ces critiques en annonçant que le chef-d'œuvre sera soumis à une série de tests scientifiques pour déterminer les risques ou les effets possibles d'une restauration. Le musée prendra ensuite sa décision en connaissance de cause. Pour la première fois, la réputation de franc-tireur de Serracini s'avère un avantage. Extérieur au milieu de l'art, il ne défend ni les partisans ni les adversaires de la restauration. Quelques mois après son échec cuisant au Palazzo Vecchio, il se lance dans le premier examen scientifique exhaustif de l'une des plus grandes œuvres de Vinci. Une fois de plus, son mécène, Lowell Guinness, décide de financer ses travaux. Mais Serracini ne se doute pas que cette mission va lui permettre de découvrir un lien étonnant avec la bataille d'Anghiari. L'Adoration des mages dépeint l'arrivée des mages juste après la naissance de Jésus.
un sujet très courant chez les artistes de la Renaissance. Mais l'interprétation de Léonard de Vinci, bien qu'inachevée et obscurcie par les ans, semble être l'œuvre d'un grand novateur. C'est une scène chrétienne classique, l'arrivée des 3 rois mages qui viennent adorer l'enfant Jésus. Pourtant, l'approche de Vinci est radicalement nouvelle et différente. C'est un très beau commentaire, ou une réflexion sur ce qu'on appellerait aujourd'hui communément la célébrité. Le tableau se distingue aussi pour une autre particularité. Un des personnages serait un des rares autoportraits du jeune Léonard, âgé de 29 ans. Serracini comprend qu'il tient là la chance de sa vie. Mais il sait également que ces découvertes seront examinées avec plus d'attention que jamais. Regardez bien ce tableau. Les couleurs ont disparu, mais on distingue malgré tout les personnages de Léonard de Vinci. La Madone et l'enfant au centre, entourés d'un certain nombre de personnages. Le dessin est caractéristique de l'école florentine. J'ai essayé de puiser dans mon expérience, de faire appel à tout ce que j'avais appris de l'examen de plus de 2000 chefs-d'œuvre. Dès que j'ai été seul face à cette merveille de l'histoire de l'art, j'ai su que je ne voulais pas me laisser intimider, ni émouvoir par le poids de cette responsabilité. Le scientifique n'en revient pas. Il va passer 6 mois en tête-à-tête avec un des plus beaux tableaux du monde. Première tâche, une analyse optique de routine de l'état du tableau. Mais avant même d'examiner la peinture elle-même, il fait une découverte surprenante. Pas besoin d'instruments sophistiqués pour constater que les planches de peuplier sur lesquelles est peinte l'Adoration sont dans un très mauvais état. Si on retourne le tableau, on voit que le bois est pourri, que la partie inférieure est rongée par les vers. Il manque presque 10 cm dans la partie inférieure. Et en haut, plusieurs morceaux ont été coupés. Pourquoi avoir fait ça à une œuvre de Vinci? Serracini ne comprend pas. Il repère en outre un autre problème, une décoloration qu'il a souvent observée sur des peintures florentines, signe d'un dégât provoqué par l'eau. En 1966, la ville a été victime d'une crue de l'Arno. L'eau a inondé le sous-sol des offices et de plusieurs églises, détruisant complètement certaines œuvres. D'autres sont actuellement toujours en cours de restauration. Si l'Adoration n'a pas souffert de l'inondation, le tableau a néanmoins, à un certain moment, été en contact prolongé avec l'eau. Que s'est-il passé? L'emplacement de certaines taches le long du bord inférieur apporte un élément de réponse. La seule explication est que le tableau a été posé sur un sol mouillé pendant longtemps et que l'humidité est remontée par capillarité le long du bord inférieur. Serracini est intrigué. Pourquoi a-t-on entreposé une peinture de valeur sur un sol mouillé pendant des mois, voire des années? Puis, il remarque un détail encore plus curieux. D'autres taches de décoloration le long des tasseaux qui assemblent les planches sur lesquelles est peint le tableau. Après avoir découvert des marques provoquées par l'eau le long des barres transversales fixées par des pattes en métal, j'ai essayé de comprendre comment ça s'était produit. Mais le schéma de ces décolorations a quelque chose de bizarre. Si l'eau s'est accumulée le long des tasseaux, rien ne montre qu'elle a coulé sur l'arrière du tableau. La conclusion qui s'impose est aussi choquante qu'inattendue. À un moment de son histoire, une des plus grandes œuvres de Léonard de Vinci a été laissée par terre, face contre le sol, tandis que de l'eau gouttait sur le dos du tableau.
Il était forcément posé face contre le sol. Et si l'eau goûtait d'en haut, ça explique qu'elle se soit accumulée uniquement au niveau des barres transversales. J'étais complètement dérouté. Pourquoi traiter ainsi une telle œuvre? Pourquoi la laisser exposée à la pluie, face contre un sol humide? Dès le début, il y a eu des problèmes avec ce tableau. Serracini espère trouver dans les archives des éléments de réponse sur ce qui est arrivé à l'adoration des mages. Il se met donc à éplucher tous les documents sur l'histoire de ce tableau et tombe sur un récit surprenant. En 1481, les moines augustins du couvent San Donato a Scopeto, à Florence, commandent à Léonard de Vinci, alors âgé de 28 ans, une peinture destinée au retable de leur église. Elle doit représenter l'adoration des mages, sujet classique des peintures d'autel dans l'Italie de la Renaissance. N'ayant reçu aucune avance, Vinci est rapidement obligé de réclamer aux moines de quoi payer son matériel. Puis, moins d'un an plus tard, il abandonne brusquement sa peinture et la laisse inachevée. Il quitte ensuite Florence pour Milan, où il vivra et travaillera pendant 18 ans. Finalement, les moines augustins s'adressent à un autre artiste florentin, Filippino Lippi, pour leur peinture de retable. Pourquoi Vinci n'a-t-il pas terminé son tableau? Et qu'est-il arrivé à ce dernier? Se replongeant dans les documents historiques, Serracini s'aperçoit qu'en 1482, l'adoration disparaît purement et simplement. On a un trou noir de 140 ans pendant lequel on ignore ce qu'est devenu cette peinture. Entre le moment où Léonard de Vinci a quitté Florence pour aller à Milan et 1621, date à laquelle on a retrouvé des documents indiquant que cette œuvre est en possession des Médicis, soit plus de 100 ans plus tard, on ne sait pas où elle est passée. Il est probable que les dégâts constatés se soient produits pendant cet intervalle de 140 ans. Mais comment a-t-on pu mettre au rebut une œuvre d'une telle perfection? Serracini commence à se demander s'il n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre. Ce qui apparaissait comme une simple estimation en vue d'une restauration s'est transformé en une véritable enquête dans le passé trouble de cette peinture. Le scientifique commence par procéder à une analyse aux infrarouges et aux ultraviolets. À certaines fréquences, ces longueurs d'onde peuvent révéler un nombre extraordinaire de détails sur les différentes couches d'une peinture. L'analyse dévoile quelque chose de curieux sur l'adoration. La peinture à l'huile a été appliquée de façon grossière et inexpérimentée, sans commune mesure avec les coups de pinceau délicats qui faisaient la réputation de Vinci. Il y a aussi des zones qui ont été grossièrement recouvertes de pigments bruns. Une découverte qui soulève une question dérangeante. J'ai balayé l'œuvre à des longueurs d'onde différentes et j'ai constaté qu'on retrouvait partout cette façon médiocre de peindre. Ma réaction presque immédiate a été de rejeter l'idée que Vinci ait pu faire cela. Serracini a l'habitude de susciter des controverses, mais il sait que là, il joue avec le feu. Alors qu'on lui demande seulement d'établir si un des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci supportera une restauration, voilà qu'il doute de sa paternité. J'étais censé déterminer l'état de conservation d'un chef-d'œuvre. Point final. C'est quand j'ai commencé à l'examiner au microscope qu'il y a eu un déclic et que j'ai été, pour le moins, surpris.
Serracini est autorisé à prélever d'infimes échantillons de peinture à plusieurs endroits de l'adoration. Il coule ces prélèvements dans de la résine, puis les examine au microscope pour tenter de retracer la véritable histoire du tableau. Que savons-nous du peintre Léonard de Vinci? Presque rien. Je ne parle pas des centaines de livres écrits par les historiens de l'art. On ne sait pratiquement rien. On commence tout juste à étudier l'artiste de façon scientifique. Comment Vinci, ou le mystérieux auteur du tableau, a-t-il peint l'adoration? L'analyse microscopique permet à Serracini de reconstituer l'enchaînement des divers processus. D'abord, le bois a été enduit de gesso, un apprêt fait de marne, de colle et d'eau, qui en séchant forme une couche blanche et lisse sur laquelle il est facile de dessiner. Puis, cet apprêt a été recouvert d'une fine couche de colle qui sert de base. Ensuite, Serracini découvre des traces de noir de fumée, de la suie mélangée à de la résine. Tout ceci constitue la couche préparatoire, le cœur de la peinture où l'artiste pose les fondations de la composition finale. Par-dessus, une couche protectrice de céruse ou blanc de plomb, suffisamment transparente pour que le dessin préparatoire reste visible. Et enfin, les couches de peinture à l'huile. Mais à mesure qu'il étudie les échantillons, Serracini repère des anomalies. Sur certains, il s'aperçoit que la couche de céruse a disparu. Le résultat de l'examen de ces coupes transversales semblait confirmer ce qu'on avait trouvé au dos, à savoir que le tableau avait été entreposé à l'envers sur un sol mouillé et qu'on avait ensuite tenté d'éponger ou de frotter pour réparer les dégâts. C'est pour ça qu'on ne voit presque plus la couche préparatoire. Elle a été enlevée. L'état de cette couche suggère donc qu'on a tenté de nettoyer le tableau. Mais ce n'est pas tout. Sur cette couche préparatoire en partie effacée, on distingue des traces épaisses et maladroites de charbon de bois. Preuve incontestable qu'on a redessiné dessus. Serracini se doutait déjà que la peinture de surface avait été appliquée par un peintre moins doué que Vinci. Il a désormais la preuve que le dessin préparatoire a été retouché grossièrement et repeint, vraisemblablement par la même personne. Il est probable que le dessin préparatoire original ait été de Vinci, mais que l'adoration des mages que nous connaissons soit l'œuvre d'un autre. C'était un indice très concret qui donnait à penser que le tableau que nous connaissons ne datait peut-être pas de l'époque de Vinci et n'était peut-être pas de Vinci. Restait à savoir si cet indice était suffisant pour que j'avance une telle chose, ou si je devais en trouver d'autres. Serracini doit encore éliminer une éventualité peu probable, que Vinci ait retouché son propre tableau avec des coups de pinceau maladroits. Pour cela, il lui faut établir combien de temps s'est écoulé entre l'application de la couche préparatoire originale et celle de la peinture proprement dite. Il décide donc d'analyser les craquelures de la couche préparatoire. En effet, des craquelures d'âge se forment inévitablement. En étudiant leur profondeur, Serracini pourra estimer ce laps de temps. Un échantillon après l'autre, la conclusion s'impose. Sur certaines coupes, on distinguait nettement comment la couleur appliquée sur la couche préparatoire avait pénétré dans les craquelures de cette dernière. Cela signifiait qu'un intervalle de temps assez important, pas seulement des jours, mais des mois ou quelques années, s'était écoulé avant l'application des pigments.
Serracini en conclut qu'il s'est écoulé plusieurs années, voire des dizaines d'années, entre le moment où la couche préparatoire a été faite et celui où la peinture a été ajoutée. En l'absence de texte mentionnant un retour de Vinci à Florence pour terminer son Adoration des Mages, la jeunesse du tableau se présente peu à peu sous un jour très différent. La théorie de Serracini fait les gros titres dans le monde entier, divisant de nouveau le monde de l'histoire de l'art. Elle sera même mentionnée dans le roman de Dan Brown. Mais dans toute cette agitation, deux questions fondamentales continuent de hanter Serracini. Pourquoi le tableau original a-t-il été laissé de côté et ensuite repris? Et surtout, le dessin préparatoire de Vinci, sa vision du tableau, est-elle toujours intacte sous les couches de peinture? Contre toute attente, la Galerie des Offices apporte son soutien aux scientifiques. Une nouvelle fois, le musée fait retirer la vitre blindée qui protège un des plus célèbres tableaux du monde. Et, 3 ans après ses premières révélations, Maurizio Serracini est autorisé à reprendre ses analyses. Antonio Natali, directeur des Offices, est convaincu que la technologie dernier cri de Serracini pourrait mettre au jour une œuvre inestimable, le dessin préparatoire original de Léonard de Vinci. Dans ce cas précis, c'est la réflectographie infrarouge qui m'intéressait le plus. Parce qu'en reconstituant le dessin préparatoire, elle allait nous permettre de lire le contenu réel qu'avait voulu exprimer Léonard de Vinci. Or, c'était un contenu que nous n'avions jamais vraiment pu étudier ou interpréter jusqu'à présent, faute d'y avoir accès. Serracini s'apprête donc à dévoiler la façon dont Vinci avait pensé l'Adoration des Mages en 1481. Pour cela, il va se servir d'une caméra infrarouge montée sur un scanner motorisé qu'il a lui-même conçu. Il va prendre des milliers d'images numériques de la couche préparatoire. C'est un moment exceptionnel. Pour la première fois depuis 5 siècles, les dessins originaux de Léonard de Vinci émergent sous la peinture à l'huile. C'est comme si je faisais des fouilles archéologiques et que je tombais sur des dessins extraordinaires. C'est excitant et en même temps, ça prouve ce que j'ai toujours pensé. Tout a été repeint. Ce n'est pas le travail de Léonard de Vinci. Peu à peu, on distingue des détails entièrement nouveaux de la composition du maître. Le visage d'un homme. Stop. Invisible sous la peinture. Regardez ici. Voilà le menton, la bouche, le nez, recouvert par de grands traits de noir. Et là, il y a l'œil et la ligne du front. Et si on observe ce visage, là on voit des détails beaucoup plus fins de la physionomie du personnage. Il faut que vous veniez voir ça. Encore plus remarquable, le célèbre autoportrait de Vinci que l'on distingue nettement pour la première fois. Voici à quoi ressemblait Léonard de Vinci à 29 ans. Cette découverte est un pavé dans la mare pour tous ceux qui, dans le milieu artistique, sont en extase devant l'Adoration des Mages. Stop. Bye. Stop. Bye. Sali. En 2 semaines, l'ingénieur recueille près de 2500 images du dessin préparatoire du tableau. Dans son laboratoire, son équipe entreprend d'assembler cette mosaïque en une seule image géante.
Le résultat final pourrait s'avérer extrêmement précieux pour les historiens de l'art. Mais Serracini lui-même est particulièrement surpris par un détail du dessin préparatoire. Il décide de demander l'avis de Monseigneur Timothy Verdon, spécialiste de la peinture religieuse de la Renaissance. Comme vous le voyez, le résultat est stupéfiant. On voit à travers la couche de pigments bruns qui recouvre la majeure partie du tableau. Regardez l'expression des visages, le mouvement des corps. Superbe. C'est magnifique. Ce cheval est incroyable. Il ne fait aucun doute que c'est du Vinci. Ce sont des informations nouvelles et étonnantes sur le style du jeune peintre, puisque nous sommes en 1481. Et le mouvement qui s'en dégage. Oui. On a vraiment l'impression que Vinci avait... La bataille est étonnante. Serracini est impatient d'entendre l'avis d'un expert comme Verdon à propos d'une scène très familière. Dans le tableau L'Adoration des mages, 2 chevaux fougueux se battent. Mais dans le dessin préparatoire de Vinci, les mêmes chevaux sont montés par des hommes, des cavaliers ennemis, pris dans un violent combat. Oui. C'est ce qu'il va reprendre plus tard dans la bataille d'Anghiari. Et là, tout a changé. Oui, regardez, c'est incroyable. Vous vous souvenez de ce personnage dans la bataille d'Anghiari? Oui. Cette découverte étonnante établit un lien direct entre l'adoration et la fresque perdue que Serracini a cherché toute sa vie. Cette œuvre, qui passait autrefois pour le plus grand chef-d'œuvre de la Renaissance, était admirée pour la puissance et la violence réaliste que dégageait la scène centrale avec ses cavaliers entremêlés. La ressemblance entre les 2 tableaux est incontestable. Et pour les spécialistes en art, elle est extrêmement révélatrice. La bataille d'Anghiari était l'œuvre d'un peintre accompli, au sommet de son art. Mais le travail de Serracini révèle que 20 ans plus tôt, le jeune Vinci avait déjà imaginé cette scène dans sa première grande commande. Le fait qu'il n'avait pas encore assisté directement à des combats rend la véracité de son dessin encore plus impressionnante. Pour les historiens de l'art, c'est une plongée fascinante dans l'esprit du jeune peintre. Mais Serracini est perplexe. Pourquoi une scène aussi forte a-t-elle été retouchée? Je me suis demandé pourquoi quelqu'un avait repeint par-dessus un dessin magnifique de Vinci avec une technique aussi médiocre. La scène de bataille serait-elle un indice important dans l'histoire agitée de l'adoration? Pourrait-elle expliquer pourquoi le tableau a été brutalement abandonné et traité aussi mal? Serracini avance une hypothèse dérangeante. Et si l'œuvre de Vinci avait fait les frais de la censure? Je me demande si on n'a pas recouvert et supprimé radicalement de nombreux détails. Pour des raisons iconographiques. Peut-être dans le but de changer la signification du tableau, en effaçant par exemple les scènes de bataille. On sait que l'Église était extrêmement chatouilleuse. Ainsi, inclure une scène de bataille dans l'adoration des mages revenait peut-être à regarder les informations du soir à la télé. Les gens ne voulaient pas voir ce genre de choses. Cette hypothèse est-elle l'explication du mystère qui entoure le tableau? Serracini sait que les moines augustins avaient commandé un tableau d'autel à Léonard de Vinci. Ils attendaient une représentation classique des rois mages rendant hommage à Jésus. Au lieu de cela, le peintre leur a proposé une vision révolutionnaire. La profusion de personnages autour de l'enfant Jésus était déjà déconcertante, mais l'ajout d'une scène de bataille était d'une audace sans pareille.
On ne possède aucune trace écrite de la réaction des moines au dessin préparatoire de Vinci. Tout ce qu'on sait, c'est que le tableau a été abandonné avant d'être terminé. Serracini pense savoir pourquoi. J'imagine aisément que les moines se sont dit « Bon, nous voilà avec cet immense panneau dont on ne peut rien faire. Pas question de le mettre au-dessus de l'autel, ce n'est pas ce qu'on voulait. Le dessin ne nous plaît pas. On ne va quand même pas le jeter au cas où Vinci reviendrait. Alors, rangeons-le dans un coin. » C'est un scénario logique compte tenu des découvertes de Serracini. Le jeune peintre abandonne l'adoration lorsque les moines rejettent son dessin préparatoire, jugé trop révolutionnaire, et le tableau est entreposé dans une cave humide. Des années plus tard, quand la valeur marchande des œuvres de Vinci commence à monter, le tableau est récupéré et nettoyé. Un artiste inconnu et sans talent entreprend alors d'en faire un tableau plus convenable, en peignant par-dessus les scènes les plus controversées. Le tableau devient une œuvre majeure, mais la véritable vision de Léonard de Vinci reste cachée sous les couches de peinture appliquées par un autre. Aujourd'hui, le projet original de l'adoration est enfin révélé. On peut désormais voir des détails invisibles depuis plus de 5 siècles. À l'arrière-plan, un furieux combat de cavaliers que Vinci reprendra dans sa bataille d'Anghiari. Dans la foule tourbillonnante qui entoure Jésus et la Madone, on dénombre près de 30 nouveaux personnages. Les pieds de la Vierge reposent sur un rocher dans un torrent. Des maçons reconstruisent une église, peut-être une allusion à la destruction du temple. Et au loin, derrière les cavaliers, on distingue même ce qui apparaît comme une plaisanterie ou une énigme de Vinci, un éléphant tout seul à l'horizon. Ce foisonnement de scènes de la main même de Léonard de Vinci devrait occuper les historiens de l'art pendant des décennies. Serracini s'envole pour Los Angeles pour montrer le dessin préparatoire à celui qui fut à l'origine de sa vocation, le spécialiste mondial de Vinci, Carlo Pedretti. Le scientifique conduit son mentor à la cathédrale de Los Angeles. C'est là que Carlo Pedretti va découvrir le dessin préparatoire complet de l'adoration. Serracini est tendu. Pedretti est sans doute la seule personne au monde capable de confirmer qu'il s'agit bien du travail de Vinci. Parfois, le silence est plus éloquent que les mots. Je me sens très humble. C'est un véritable privilège de voir ce que Vinci a fait. Un peu comme si je regardais par-dessus son épaule pendant qu'il dessine. Je vois ses dessins exactement comme il les a créés. S'il y a bien une chose que je sais reconnaître, c'est un dessin de Vinci. Et là, c'est comme si je lisais une page d'un manuscrit. C'est bien une œuvre de Léonard de Vinci. Le dessin préparatoire démontre que même à ce stade de sa carrière, le jeune peintre était déjà un artiste révolutionnaire. Pour Pedretti, c'est la preuve incontestable de son génie à saisir la vie, son énergie et son mouvement, d'une façon presque contemporaine. Nous voilà à Los Angeles en train d'admirer quelque chose qui préfigure le cinéma. Les personnages sont pris dans l'action exactement comme dans une scène de film.
Ensuite, l'imagination n'a plus qu'à prendre le relais pour voir la scène suivante. La liberté totale. Nous avons un aperçu de ce qui sera, du moins je l'espère, l'avenir de l'étude de Léonard de Vinci. Tous les spécialistes et les autorités, un peu hésitants au début, sont entièrement convaincus. Pas par un argument, mais par un fait établi. Pedretti en est sûr, son élève a offert aux historiens de l'art un matériau d'une valeur inestimable. Mais tous deux savent que remporter l'adhésion de la communauté artistique italienne risque de s'avérer beaucoup plus difficile. Puis, fin 2005, c'est la surprise. La Galerie des Offices annonce la création d'une nouvelle exposition des œuvres de Léonard de Vinci qui fera le tour du monde. Le musée souhaite lui adjoindre les travaux de Maurizio Serracini sur l'adoration des mages. L'inauguration de l'exposition est un véritable événement. Sont conviés les directeurs des plus grandes galeries, les responsables de la culture et même des ministres. Sont également présents les spécialistes mondiaux de Léonard de Vinci qui ont participé à l'organisation de l'exposition. Après tant d'années, Maurizio Serracini obtient enfin la reconnaissance dont il rêvait. Les images révélées par Maurizio sont excellentes. On avait déjà une idée de ce que pouvait donner l'infrarouge, mais jusqu'à présent, les images étaient un peu floues. En revanche, celle de Maurizio nous montre le dessin dans toute sa qualité. On ne voit pas seulement les lignes, on sent vraiment l'intention de Léonard de Vinci. Le travail de Serracini sur l'adoration des mages a prouvé que la science pouvait apporter sa contribution à l'étude des grandes œuvres d'art. Si on regarde bien ce qu'on peut faire désormais grâce à l'imagerie infrarouge, il y a là une mine d'invention. Tout le talent de Serracini est de nous proposer des approches radicalement différentes. C'est la première fois qu'on peut voir le travail d'un peintre au tout début de l'œuvre. Même si on ne peut pas en suivre l'évolution, on peut presque pénétrer dans son atelier et découvrir certains de ses secrets. Le triomphe de Serracini n'est cependant pas complet. L'adoration des mages est là pour lui rappeler sa quête inachevée, la mise au jour du chef-d'œuvre disparu du peintre florentin. Je me bats depuis des années pour retrouver la bataille d'Anghiari et voilà que je suis face à son esquisse dans l'adoration. C'est un dessin, une composition magnifique. Ça ne fait que renforcer ma motivation. J'ai encore plus envie de la découvrir dans la salle des 500. L'homme est bien décidé à retourner au Palazzo Vecchio pour aller jusqu'au bout de ses recherches. Son travail sur l'adoration des mages pourrait désormais lui ouvrir certaines portes. Sa théorie, selon laquelle la bataille d'Anghiari serait cachée derrière la fresque de Vasari, sur le mur est, reste controversée. Mais les autorités du Palazzo Vecchio l'ont invité à participer à une commission pour discuter de la marche à suivre. Il étudie même de nouveaux instruments capables de sentir la présence de peinture dans l'espace entre les deux murs. S'il pouvait apporter la preuve que la fresque de Vinci est bien là, celle de Vasari pourrait alors être déposée avec toutes les précautions d'usage. Retrouver la bataille d'Anghiari serait sans conteste l'événement artistique du siècle, et l'œuvre éclipserait même l'aura de la scène. Qu'il ait ou non la chance d'admirer un jour la fameuse fresque perdue, une chose est sûre, Maurizio Serracini ne reculera jamais devant la controverse. Le détective de l'art a déjà un nouveau projet en vue. Il a l'intuition qu'une des femmes les plus célèbres de Léonard de Vinci n'est pas celle que l'on croit.